Mesdames et messieurs, bienvenue à Planète Terre. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison qu'on débute avec une émission spéciale sur le référendum en Écosse. Alors, on fera d'abord un bilan de campagne et puis on décortiquera les sondages et tentera de mieux cerner les électeurs. « 18 septembre, jour de référendum en Écosse, point culminant d'une campagne référendaire qui s'est avérée très serrée vers la fin. Pour mettre un peu de contexte historique autour de ce référendum, je vous rappelle que c'est en 1707 que l'acte d'union associe les royaumes d'Écosse et d'Angleterre, ce qui les met sous un parlement commun, ce qui nous rappelle également que l'Écosse a déjà été indépendante. En 98, bien beaucoup plus tard, Londres dévolue certains pouvoirs à l'Écosse, qui se dote à ce moment de son propre parlement. Et plus récemment, si on rentre dans le référendum lui-même, ce qui a jeté les bases de ce référendum et ses règles, c'est l'accord d'Édimbourg conclu entre les gouvernements britanniques et écossais en octobre 2012. Puis, moment clé de la campagne, on y reviendra, les deux débats télévisés au mois d'août, et ces deux débats qui vont culminer vers une montée du oui, légèrement majoritaire même au tout début septembre. Pour faire un bilan de campagne, j'ai avec moi aujourd'hui Stéphane Beaulac, en direct d'Édimbourg, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est aussi diplômé en droit international de l'Université de Cambridge en Angleterre. Stéphane Beaulac, bonjour. Bonjour Jean-Frédéric, comment allez-vous? Très bien, merci. Et Frédéric Mérand, directeur du Cirium, également de retour d'Écosse. Bonjour Jean-Frédéric. Bonjour Frédéric. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le non a dominé pendant longtemps dans cette campagne référendaire, puis ça s'est retrouvé au coude à coude avec le oui dès le début septembre. Comment expliquer la montée soudaine du oui? Bien, écoutez, je vais y aller beaucoup de spéculation parce que je vais être franc avec vous, ce n'est pas l'angle d'attaque de mon travail de terrain ici à Édimbourg. Je suis juriste, constitutionnaliste, je m'intéresse principalement au processus. Alors, ça ne m'empêche pas, évidemment, de comprendre le contexte pour mieux évaluer, puis étudier, analyser le contexte légal, juridique. Qu'est-ce que je comprends suite à, ça fait quand même juste 48 heures au max là, qu'on est arrivé, mais c'est qu'il semble y avoir une opinion dominante, tant des gens qui sont en faveur que contre l'indépendance de l'Écosse, que la campagne du non a vraiment dérapé, ne fonctionne pas. Ah oui, carrément. Il y a eu beaucoup de problèmes dès le début et ça s'est manifesté au grand public, on dit surtout au moment du deuxième débat télévisé où M. Alex Salmond a très bien fait, a été unanimement déclaré grand vainqueur. Et c'est non seulement les intervenants en vue, mais c'est, semble-t-il, à peu près encore récemment, le week-end dernier, en fait, un représentant du gouvernement à Westminster vient à Édimbourg et parle de l'Écosse en termes de partie de territoire. Okay. Donc, ceci de la population, ça fait bombe dans les médias écrits et c'est, semble-t-il, je l'ai entendu de quelques personnes, juste une autre brique, une autre tuile, devrais-je dire, qui tombe sur la tête de la campagne du non. Ouais, très mal reçu, donc, en Écosse. Frédéric, là-dessus, mais également, peut-être ce qui pourrait peut-être expliquer, disons, les travers ou les erreurs du non. On rapporte que, contrairement à ce qui s'est passé au Canada en 80 et en 95, pour Londres, finalement, l'indépendance de l'Écosse ne serait pas une tragédie, comme on a pu le vivre au Canada, au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est juste? Bien, est-ce que ce serait une tragédie? D'abord, il faut dire que par rapport à la situation québécoise, évidemment, ce qui caractérise le référendum écossais, c'est que Londres et Édimbourg se sont assis ensemble pour établir les règles du jeu. Et donc, ça donne une certaine confiance sur le respect que Londres aurait d'un éventuel oui. Ça, c'est une différence très importante. Une autre différence, évidemment, c'est que le Parti conservateur ne doit pas son pouvoir à Londres, à l'Écosse, puisque l'Écosse vote depuis quelques décennies maintenant presque unanimement pour le Parti travailliste aux élections nationales. Et donc,
Au début, il y a peut-être eu moins d'intérêt de la part de Londres. Il y avait aussi probablement une confiance trop élevée dans le résultat, parce que les premiers sondages donnaient une forte majorité au non. Et les conservateurs étaient un peu mal placés. Ça va dans le même sens que ce que disait Stéphane. Les conservateurs étaient mal placés pour faire campagne. Et donc, ils ont confié la campagne du non à un travailliste, à Alistair Darling. Et c'est lui aussi qui est écossais. Qui est écossais. Oui. Et son parti est celui qui a le plus à perdre, finalement, dans un oui à l'indépendance de l'Écosse. Stéphane, vous êtes juriste. Justement, par rapport à cette question-là, est-ce que pour Londres, c'est une tragédie comme ça a pu l'être pour le camp fédéraliste canadien à l'époque? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Frédéric a dit? Pour renchérir et ajouter à ce que le collègue Frédéric mentionnait, il faudrait ajouter par ailleurs, puis ça concerne évidemment le système parlementaire de type britannique dont nous avons hérité au Canada, c'est quand on compare les deux situations. Westminster, actuellement, est dans une situation où le premier ministre est au chef d'un gouvernement qui est minoritaire. Qu'est-ce qu'on a l'impression beaucoup, c'est qu'il joue le dossier écossais en bonne partie pour se positionner. Ça, de toute évidence, il a mal lu les cartes. Il joue mal ces cartes. Mais ça, essentiellement, ça distingue, à mon sens, grandement les deux expériences référendaires que nous avons vécues au Canada en 1980 et en 1995. Dans les deux cas, gouvernements, évidemment, libéraux, majoritaires, clairement aussi avec une députation qui venait de la juridiction avec des aspirations sécessionnistes, le Québec. Donc, le contexte au niveau du parti au pouvoir, situation de gouvernement minoritaire distingue grandement ce que vivent actuellement les Écossais et le reste du Royaume-Uni dans le contexte du référendum de jeudi prochain. Oui. J'aimerais revenir aussi sur les arguments respectifs du camp du oui, du camp du non. Il semble que ça se joue beaucoup sur des questions économiques. La question identitaire, contrairement, encore une fois, au Québec, n'est pas mise de l'avant énormément. Donc, on reste dans la sphère des questions essentiellement économiques ou de sensibilité social-démocrate versus conservatrice. Est-ce que c'est véritablement ces vecteurs-là qui dominent la campagne ou est-ce qu'il n'y a pas finalement une question plus fondamentale? L'Écosse a déjà été une nation souveraine. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins une question identitaire au fond de ça? Vous voyez, je pense, ma lecture, c'est que la question de la nation écossaise à l'intérieur du Royaume-Uni, tout le monde s'entend là-dessus. Il n'y a jamais eu, ou en tout cas, dans le cadre du présent débat, puis même, je me ramène à mon expérience à la fin des années 80, c'est clair, pour les habitants du pays de Galles sont gallois. Les Irlandais de l'Irlande du Nord sont Irlandais. Les Écossais sont Écossais. Au niveau de la culture, de la langue, évidemment, c'est la même. On essaie de raviver la langue gaélique, mais avec des succès mitigés. La culture, contrairement à ce qu'on vit au Canada, c'est pas les deux solitudes au niveau culturel, avec, par exemple, les émissions de variété ou les shows télévisés ou la musique aussi en français et en anglais, avec ces deux groupes distincts, ces deux auditoires distincts. Ici, c'est l'anglais. La culture s'est imbriquée depuis des centaines d'années. Et c'est plus, donc, quand on compare avec la situation canadienne, des arguments, je dirais, économiques, mais idéologiques aussi. Et j'amènerai à ce sujet la question du nucléaire. C'est quelque chose qui, à mon avis, n'est peut-être pas suffisamment couverte pour mettre en évidence comment, oui, bon, on dirait c'est peut-être en lien avec les tendances politiques plus social-démocrates en Écosse et plus conservatrices dans le restant du Royaume-Uni. Mais le nucléaire, et ça c'est rattaché évidemment à l'aspect de sécurité et d'entente militaire, pour l'Écosse, c'est un gros enjeu. Et par rapport au processus référendaire et éventuellement une indépendance, ça soulèverait, ça mettrait à l'avant-scène le dossier de la participation de l'Écosse dans l'OTAN. Il faut comprendre, sans rentrer trop dans le détail, que les bases navales de la Grande-Bretagne par rapport aux obligations à l'intérieur de l'OTAN sont basées, ces bases sont basées, donc sont situées en Écosse. Il y a des sous-marins nucléaires,
Il y a des bases où sont postés des missiles nucléaires. Et essentiellement, ça fait partie depuis le tout début, en tout cas depuis très longtemps, du Scottish National Party d'être anti-nucléaire. Et ça, essentiellement, ça met en évidence. Donc, c'est pas juste, je le mentionne, c'est pas juste économique, c'est par rapport à l'idéologie qui va, bon, jusqu'à des mesures sur certains points comme de gauche, qu'on dirait, jusqu'à des positions par rapport à des questions comme l'environnement, comme la présence des armes ou du nucléaire en général, etc. Bien. Pour terminer, Frédéric, évidemment, devant la montée du oui, le camp du non, Londres, a promis d'évoluer davantage de pouvoir à l'Écosse, on appelle ça le Devolution Max. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça contient, ça? Est-ce que les Écossais savent ce qu'ils auront de Londres? On n'a pas les détails, mais on sait les contours d'une dévolution. Ce qui se produit depuis la dévolution précédente de 1998-99, c'est que l'Écosse assume une grande partie des dépenses sociales, mais n'a pas le pouvoir de lever beaucoup d'impôts. Et donc, une dévolution supplémentaire, finalement, ce serait d'attribuer au gouvernement écossais le pouvoir de lever d'impôts, finalement, de lever des impôts, et donc de mieux gérer ses politiques sociales de manière générale. Donc ça, c'est un peu la proposition qui est faite. Mais effectivement, du côté du oui, on dit ces suggestions viennent beaucoup trop tard, elles sont encore trop floues, et elles ne veulent peut-être pas dire grand-chose. Mais il est fort probable qu'il y ait une dévolution ou une indépendance. Le statu quo semble improbable. Intenable. Stéphane Beaulac, merci infiniment en direct d'Édimbourg d'avoir été avec nous. Au plaisir. La campagne référendaire s'est avérée très serrée en fin de course, c'est ce qu'ont dit les sondages. Mais qu'est-ce que disent exactement, ou plus exactement, les sondages sur les électeurs? Qui vote quoi? Bref, dans cette nation de 5,3 millions d'habitants. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai avec moi Claire Durand, qui est professeure de sociologie à l'Université de Montréal et spécialiste des sondages. Bonjour Claire. Bonjour. Lorsqu'on décortique, lorsqu'on observe plus attentivement les sondages, qui vote quoi? Si on regarde les groupes d'électeurs, qu'est-ce qui se dégage comme tendance? Écoutez, ce qui se dégage comme tendance, c'est d'abord et avant tout sur le plan global, parce qu'il faut surtout se fier aux sondages en ce moment pour le global. C'est des sondages qui sont faits par Internet. Il faut faire très attention à ne pas prendre les sondages un par un. Mais quand on regarde, par exemple, moi, je me suis plus intéressée à la question des jeunes, à savoir, est-ce que les jeunes votent différemment des autres segments de la population? Et est-ce qu'ils vont être plus attirés et ils vont bouger plus que les plus vieux? Parce que c'est ce qu'on avait dans le référendum de 95 au Québec. Les jeunes étaient plus souverainistes que les plus vieux, mais aussi, surtout, eux, ils ont bougé pendant la campagne référendaire. Bref, ils ont été convaincus par les arguments du oui, ce qui n'a pas été le cas du tout des 55 ans et plus, qui sont restés absolument stables. C'est ce qu'on observe en Écosse. On a une situation peut-être pas aussi... peut-être pas des différences aussi fortes que ce qu'on avait au Québec en 95, mais quand même des différences où on voit les 16-34 ans qui sont plus favorables au oui et qui semblent avoir augmenté un peu plus que le reste des électeurs écossais. Donc, avoir été convaincus un peu plus que le reste des électeurs écossais. Donc, la progression du oui, on peut l'attribuer en partie à ce groupe d'électeurs-là. Oui. La question, évidemment, demeure, parce que c'est un groupe d'électeurs qui, habituellement, les plus jeunes vont moins voter que les plus vieux. Donc, il faut aussi entrer ça dans l'équation. Par contre, quand il y a des événements extrêmement mobilisateurs, on s'entend si on se retrouve, par exemple, avec une participation en haut de 90 %, probablement qu'il n'y aura pas de différence entre les jeunes et les plus vieux sur la participation. Est-ce que l'histoire de l'Écosse nous dit quelque chose sur les taux de participation, justement? Les taux de participation sont habituellement moins élevés que chez nous. On parle, par exemple, de 50 % lors de la dernière élection pour le Parlement écossais. Mais là, ce qu'on voit, les dernières indications qu'on a, c'est que le taux d'enregistrement pour aller voter est à 95 %. Et donc, moi, je pense que
on se rappelle, en 95 au Québec, le taux avait été de 96 % des voteurs et des personnes enregistrées. Et je pense peut-être que ça va être un peu moins fort en Écosse, mais ça peut aller jusqu'à ce taux-là. Oui. Potentiellement. Frédéric, vous avez été en Écosse récemment. Vous avez vu la réalité sur le terrain. Est-ce que vous avez palpé, vous avez vu cette espèce d'effervescence chez les jeunes ou c'était quelque chose qui était, disons, généralisé selon vos observations? Bien, moi, j'ai vécu le référendum de 95 au Québec comme jeune. Donc, la comparaison qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est qu'en 1995, chez les jeunes Québécois, il y avait un très haut niveau d'adhésion à l'option souverainiste. En tout cas, dans le cercle dans lequel j'étais. En Écosse, la population est divisée. J'ai l'impression que c'est dans toutes les catégories d'âge. Donc, si on va dans les pubs à Glasgow, où j'ai parlé à des étudiants aussi dans le nord de l'Écosse, dans les Highlands, l'opinion était divisée. Je rencontrais des gens qui étaient pour le oui, des jeunes qui étaient pour le oui, mais aussi des jeunes qui étaient pour le non. Et donc, c'était plus difficile de vraiment cerner, je pense, une espèce de sociologie très claire. C'était pas les jeunes contre les vieux ou... Il n'y a pas un fort clivage entre les groupes d'électeurs distincts, identifiables. On a l'impression que la différence jeunes-vieux, en tout cas en Écosse, est moins importante qu'elle était au Québec en 95 et surtout qu'elle était au Québec en 80. Parce que là, en 80 au Québec, chez les jeunes francophones, c'était presque 70 % pour le oui et le reste de la population, ça allait à 30-35 là. D'accord. Et si on sépare l'électorat, ou on divise l'électorat en fonction d'autres critères, par exemple le sexe, homme-femme, est-ce qu'on voit aussi des tendances marquées ou remarquables? C'est assez similaire à ce qu'on avait au Québec. Par exemple, les femmes sont moins favorables à la souveraineté en général. En tout cas, si on regarde la moyenne des sondages, ça semble être une tendance assez générale. Une forte différence? C'est pas fort, mais c'est significatif, là. Puis, évidemment, quand on a juste les résultats, les tableaux des sondages comme ça, on ne peut pas faire des distinctions, par exemple, les femmes et l'âge ou des choses comme ça, mais c'est assez... ça semble être un peu comme au Québec, là. Les femmes étaient moins souverainistes que les hommes, et ceci, quels que soient les groupes d'âge. D'accord. Okay? Et l'autre question, évidemment, c'est les personnes qui ne sont pas nées en Écosse. Il y en a moins en Écosse qu'il y en a au Québec en ce moment, en tout cas. Peut-être que c'était à peu près la même chose en 95 au Québec. Par contre, ça se divise pour eux, et ça ressemble un peu à nos anglophones et nos allophones, là, entre les personnes qui sont nées hors Écosse en Angleterre et les personnes qui sont nées hors Écosse, hors du Royaume-Uni. Ils sont moins souverainistes que les personnes nées en Écosse, mais l'ampleur de la différence c'est beaucoup moins grand qu'au Québec. Au Québec, on pense qu'à peu près 95 % des non-francophones votaient non, alors que là, on a des proportions de oui de entre 25 et 30 % à peu près. Ah oui. Donc, c'est moins fort que les Écossais de souche, là, ou les personnes nées en Écosse, disons. Mais c'est pas de l'ampleur de ce qu'on avait au Québec. Il faut peut-être rappeler qu'en Écosse, dans cette élection référendaire, ce qui est particulier, c'est que les personnes nées à l'extérieur de l'Écosse, mais dans un pays membre de l'Union européenne ou du Commonwealth, ont aussi le droit de vote dans cette élection s'ils sont résidents de l'Écosse. Donc, il y a beaucoup de personnes étrangères, c'est-à-dire qui n'ont pas la nationalité britannique, qui ont le droit de vote dans cette élection référendaire. Oui. Et il faut rappeler aussi qu'on vote à 16 ans. Aussi. Donc, on vient chercher d'une tranche de jeunes supplémentaire que si le vote était à 18 ans comme ici. Et plusieurs rappellent aussi qu'il y a une société vieillissante, donc la part de jeunes est un peu moins grande. Je remarque quand même à ce que vous dites que si on fait des comparaisons avec le Québec en 95, il reste que les clivages, dans à peu près toutes les catégories, sont moins grands. Oui, les clivages sont certainement moins grands. C'est intéressant. Juste la question des jeunes, là, au début, au printemps dernier, ce qu'on avait dans les sondages, c'était que les jeunes n'étaient pas plus souverainistes que les plus vieux. Ah oui. Et comme il y avait au Québec cette même situation où on voyait que les jeunes n'étaient pas plus souverainistes que les plus vieux, les gens se disaient, bien, pour la génération des plus jeunes, cette question des nations, des États-nations, c'est du passé, ils sont dans un monde globalisé, ils se promènent à travers le monde, etc. Là, ce qu'on voit, c'est que quand même, il reste que le discours du oui, quel que soit finalement le pays, c'est un discours de changement.
Oui. Et donc, certainement plus susceptible d'attirer les jeunes qu'un discours de statu quo, qu'un discours qui dit tout est correct, tout va bien, etc. Donc, on a quand même l'ampleur de la différence entre jeunes vieux et moins prononcée, mais quand même, le discours du oui est plus apte à aller chercher les plus jeunes que les plus vieux. Et ça se reflète dans les militants des partis politiques, parce que, bon, en théorie, le Parti travailliste, le Parti conservateur, le Parti libéral sont pour le non, et seul le Parti national écossais est pour le oui. Mais le discours du Parti national écossais et des militants du oui, c'est de dire on doit protéger l'État-providence écossais, l'assurance maladie universelle, contre le gouvernement conservateur de Londres. Et ça a divisé une partie des électeurs traditionnels du Parti travailliste. Donc, l'Écosse est une terre travailliste depuis de nombreuses années. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un nombre non négligeable d'électeurs du Parti travailliste, donc un parti qui est pour le non en principe, mais qui vote oui quand même, au nom de la défense de l'État social, de l'État-providence écossais, contre l'austérité, contre les réformes libérales du gouvernement de Londres. Ah, OK. Bien, Frédéric Mirand, Claire Durand, merci beaucoup. Évidemment, ça va être intéressant de décortiquer le sondage ultime, le résultat de ce référendum. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. C'est maintenant le segment hors-champ. Alors, Claire Durand, à vous l'honneur du premier hors-champ de la saison. Écoutez, la question qui se pose, c'est est-ce que les sondages vont bien prédire le vote? Alors, c'est la question de l'heure et il y a 3 choses qu'on doit regarder. Premièrement, pour un répondant au sondage, dire qu'on va voter oui, ça n'a pas de conséquences. Et ça a plusieurs avantages. On voit que la partie, le non, est en train de bouger et de mettre des choses sur la table. Donc, c'est un avantage. Ça incite les gens, ça pourrait inciter les gens à dire qu'ils vont voter oui, même si au final, ils ne le feront peut-être pas. Stratégique. Ça peut être stratégique. Maintenant, l'autre chose, c'est les gens qui se disent indécis. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que les gens qui se disent indécis sont souvent pas des indécis dans les faits. Et en plus, la proportion d'indécis dans les sondages varie énormément. Ça varie de 9 % en moyenne à 25 %. Donc, c'est vraiment la manière dont les sondages sont faits qui détermine un peu la proportion d'indécis. Et on pense qu'en général, ces gens-là vont avoir plus tendance, ceux qui sont vraiment indécis, là, sont plus probablement des voteurs non au final. Et qu'il y a aussi des gens qui sont déjà décidés pour le non, mais qui, dans les sondages, vont dire qu'ils sont indécis. Donc, il y aurait une plus grande réticence chez les gens du non, contrairement aux gens du oui. Contrairement aux gens du oui. Donc, le oui, c'est enthousiaste. C'est rare. Et ça peut être stratégique, comme vous l'avez dit. En plus. Le troisième point, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a, pour la plupart des sondages, c'est des panels web. Alors, ce n'est pas des échantillons qui sont aléatoires, c'est des échantillons qui sont pris uniquement auprès de gens, de toute façon, qui ont accès à Internet. C'est moins représentatif, il faut être plus prudent avec ceux-là. On pense probablement qu'ils surestiment le oui. Moi, ce que j'ai dans les sondages, c'est par rapport aux autres sondages, ils surestiment le oui entre 3 et 5 %. Ah oui? Ouais. Si on fait une moyenne aussi. Si on fait une moyenne, qu'on compare en tenant compte de l'évolution, de quand le sondage a été fait, tout ça, on a 3 à 5 % de plus pour les sondages web. D'accord, on est averti. Une illustration du premier phénomène dont parle Claire, c'est un serveur dans un restaurant à qui j'ai longuement parlé, qui était un fervent partisan du oui, mais qui, à la fin, quand on s'est quitté, m'a dit « Mais là, on risque de se lever le lendemain du vote et de faire « Oh, est-ce qu'on peut revenir en arrière? » Parce qu'il y avait visiblement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner une leçon à Londres, mais qui, en même temps, craignent les conséquences. Et la campagne du non, évidemment, a porté là-dessus. Moi, mon hors-champ est tout à fait différent. Il est de nature touristique, mais aussi historique. Je ne sais pas si vous êtes déjà là en Écosse, Jean-Frédéric? Malheureusement, pas encore. Donc, vous avez toute une région au nord qui s'appelle les Highlands, qui est absolument magnifique, avec des montagnes désertées. Il y a très peu de villages, très peu d'habitants. On ne voit que des moutons. C'est vraiment... Et on peut se dire, c'est la nature sauvage dans toute sa splendeur. Or, j'ai appris
que c'est une fabrication de l'être humain, mais une fabrication en plus très, très cruelle, puisque les Highlands, toute cette région, s'est développée à la faveur d'un phénomène au 18e et 19e siècle qui s'appelle les Highland Clearances. En fait, ce sont les seigneurs, les anciens chefs de clan, qui ont découvert que l'industrie lainière pouvait être très intéressante. Donc, c'est l'époque du développement du textile. Et donc, les populations locales, qui étaient très nombreuses, les habitants qui habitaient là, qui étaient souvent gaéliques d'ailleurs, qui n'étaient pas anglophones, ont été expulsés de force sur une période d'environ 150 ans. Il y a eu des massacres, des expulsions très graves. Et donc, ce sont les gens qui se sont retrouvés à Glasgow, mais aussi beaucoup au Canada. Donc aujourd'hui, il y a plus de 5 millions d'habitants d'origine écossaise. Ce sont souvent les enfants et les petits-enfants de ceux qui ont été expulsés dans le Nord. Donc c'est pas véritablement une nature sauvage, ça a été fait par l'être humain. Oui, une nature sauvage, sauvagement construite par la civilisation. Voilà. Frédéric Mérand, Claire Durand, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous pour cette première émission de la saison de Planète Terre. Retrouvez-nous au Canal Savoir, sur le site du Devoir et du Cerium. Merci, à la prochaine.